appréciation différente de ce qui se passe en Europe que la façon dont nous voyons les choses en Europe. On peut dire que pour les Occidentaux, leurs problèmes sont des problèmes globaux et les problèmes des autres sont des problèmes régionaux, alors que pour les non-occidentaux, leurs problèmes sont des problèmes importants et ce qui se passe en Europe est régional. Et donc il y a des différences de perception. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que, en fait, quand il y a la guerre, la première victime, c'est la vérité. La seconde, c'est la nuance. La première victime, c'est la vérité parce que, bien sûr, il y a une propagande de guerre. Chacun essaye de montrer qu'il a raison et que c'est l'autre qui a tort. Et des deux côtés. Vous écoutez Zelensky et vous écoutez Poutine, vous avez deux discours exactement inverses, chacun projetant sur l'autre la responsabilité. La seconde, c'est la nuance parce qu'on est sommé de choisir son camp et de dire que, eh bien, il y a un camp qui a absolument raison, qui n'a jamais fait d'erreur, et l'autre qui a absolument tort et qui n'a jamais commis quelque chose de positif. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est pas facile, et d'ailleurs je suis critiqué pour cela, c'est d'essayer de toujours combattre pour la vérité et d'essayer d'introduire un peu de nuance, parce que moi je suis observateur, je ne suis pas partisan. J'essaye d'observer les choses, de les analyser, et je n'ai pas à prendre parti pour l'un ou l'autre, sauf ce que le raisonnement me mène. Et ce que j'essaye de faire dans mon pays, en France, dans les débats, et à l'étranger quand j'y vais, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile, c'est de dire à la fois, pas de dire que l'un ou que l'autre, de dire à la fois que les Occidentaux ont accumulé, les Occidentaux et au premier rang les États-Unis, ont accumulé, mais pas seulement, les Européens également, que les Occidentaux ont accumulé des erreurs à l'égard de la Russie, et que en même temps, ce que fait Poutine est inadmissible, c'est une guerre, la guerre est illégale, et que non seulement il a brisé le tabou du recours à la guerre dans les relations internationales, ce n'est pas le premier et ce ne sera pas le dernier. Et donc cette guerre est illégale, mais il y a non seulement l'interdiction du recours à la guerre dans les relations internationales, mais il y a aussi des crimes de guerre, c'est-à-dire qu'une fois que la guerre existe, normalement, il y a des règles à suivre dans la guerre, notamment ne pas tuer de civils, mais ne s'en prendre qu'aux forces armées de l'adversaire, ce que l'armée russe ne fait pas. Et je crois que c'est important de dire les deux choses en même temps, parce que certains disent « Ah oui, mais on a commis beaucoup d'erreurs à l'égard de la Russie ». Ça n'excuse pas la guerre, et ça n'excuse pas les crimes de guerre. Et d'autres vont dire « Ah oui, mais en fait, Poutine fait des crimes de guerre ». Ça n'interdit pas de réfléchir pourquoi on en est arrivé là, ne serait-ce que pour éviter de commettre les mêmes erreurs dans le futur. En France et en Europe, on a eu 2 guerres mondiales, on a plongé le monde dans la guerre. Heureusement que nous, Européens, nous avons appris de nos erreurs après la Première Guerre mondiale. Nous n'avons pas eu la même attitude à l'égard de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, l'objectif, notamment de la France, c'était de punir l'Allemagne. Après la Seconde Guerre mondiale, l'objectif, c'était de se réconcilier avec l'Allemagne une fois que l'Allemagne aura changé, une fois qu'elle aura été dénazifiée. Et vous voyez quelles ont été les relations entre la France et l'Allemagne après 1920, et quelles ont été les relations entre la France et l'Allemagne après 1945. Aujourd'hui, on peut avoir des divergences, on les règle par la négociation, alors qu'auparavant, on la réglait par le sort des armes. Alors, quelles ont été les erreurs à l'égard de la Russie ? En fait, l'erreur principale, c'est ce qu'on appelle l'hubris, l'excès d'orgueil occidental. Les Occidentaux ont pensé qu'ils avaient gagné la guerre froide. Alors que Gorbatchev, lorsqu'il a lancé la perestroïka, voulait une réconciliation entre l'Occident et le monde communisme et voulait passer à un monde plus pacifié dans lequel l'ONU aurait eu les pleins pouvoirs, dans lesquels l'ONU aurait exercé les pouvoirs qui sont les siens dans la charte, mais qui n'ont jamais été exercés du fait de la division de la guerre froide. Et c'est pour cela que, plus que la chute du mur de Berlin, pour moi, le moment essentiel de la fin de la guerre froide, c'est quand Gorbatchev accepte de voter une résolution qui demande, en 1990, qui demande, 91, pardon, qui demande, c'était voté en 90, pardon, en novembre 90, qui demande à l'Irak de se retirer du Koweït, faute de quoi il y aura une intervention militaire contre eux.
Il y a une très grande différence entre la guerre du Golfe en 90 et la guerre d'Irak en 2003. Il y a une guerre légale, décidée par l'ONU, sous commandement américain, mais décidée par l'ONU. Il y a une guerre illégale, décidée contre l'ONU. La guerre du Golfe de 90 n'a pas eu de conséquences dramatiques. La guerre d'Irak de 2003 a eu des conséquences dramatiques. Et donc Gorbatchev accepte de voter en faveur de cette résolution parce qu'il veut construire un monde nouveau. Mais les États-Unis célèbrent le monde nouveau, le nouvel ordre mondial, mais en même temps, eh bien, en réalité, ils se disent « génial, on est rentré dans un monde unipolaire ». Nous étions dans un monde bipolaire, et eh bien, puisque l'URSS a disparu, parce qu'au G7 de juillet 91, les Occidentaux, malgré la demande de Kohl, malgré la demande de Mitterrand, n'ont pas voulu accorder une aide économique à l'URSS, qui était en grande difficulté économique, en disant bah, finalement, si l'URSS s'effondre, c'est très bien, on n'aura plus d'adversaires, on n'aura plus d'autres géants, nous serons les seuls. S'il y a un monde bipolaire et qu'il y a un acteur qui disparaît, le monde devient bipolaire. Et nous, les Américains, ça nous intéresse de diriger un monde bipolaire, puisque nous sommes vertueux, nous sommes démocrates, et nous n'avons jamais eu envie de dominer le monde. Ils le croient. Ça fait rigoler tout le monde, mais eux, ils le croient vraiment. C'est vraiment leur conviction profonde. Et donc, voilà, pendant des années, et ils ont considéré la Russie, qui était l'héritière de l'URSS, comme le pays qui avait perdu la guerre froide. D'où la décision d'élargir l'OTAN à des pays qui autrefois appartenaient au pacte de Varsovie ou à l'Union soviétique, les 3 pays baltes. D'où la décision de se lancer en guerre contre la Yougoslavie, la guerre du Kosovo en 1999, alors que la Russie était opposée. D'où la décision de construire un système de défense antimissile qui, du point de vue de Moscou, était la négation de la parité nucléaire qui restait entre Moscou et Washington et qui était le seul élément sur lequel Moscou et Washington pouvaient encore parler sur un pied d'égalité. Donc la Russie, c'est à la fois le pays le plus grand du monde et c'est en même temps un pays, c'est contradictoire, c'est paradoxal, mais c'est un pays qui a un complexe d'encerclement. Et voir l'OTAN se rapprocher de ses frontières ne pouvait pas plaire aux Russes. Et les gens qui ont mis en garde contre cela ont été nombreux. François Mitterrand, dès 1991, au sommet de l'OTAN de décembre 1991, dit qu'il ne faut pas élargir l'OTAN parce que ça allait crisper la Russie. George Kennan, diplomate américain, qui est l'inventeur, dans la guerre froide, dès 1947, du concept d'endiguement, de containment, dit que c'est une erreur, que l'élargissement de l'OTAN était la plus grande erreur stratégique des États-Unis. Et même des gens comme Kissinger, qui n'est pas une colombe, a dit que c'était une erreur d'élargir l'OTAN. Je pourrais multiplier cela. Parce que le résultat, c'est qu'effectivement, quand vous dites que l'OTAN est une alliance défensive, mais que, elle fait la guerre du Kosovo en 1999 contre un pays, la Yougoslavie, qui n'avait pas attaqué les pays de l'OTAN, et contre laquelle il n'y avait pas eu de décision du Conseil de sécurité d'utiliser la force, et que vous voyez les troupes américaines se rapprocher de votre territoire, vous ne trouvez pas que c'est une alliance défensive. Et en fait, l'OTAN, après la fin de la guerre froide, aurait dû disparaître. Parce que, généralement, les alliances militaires ne survivent pas à la disparition de la menace qui a justifié leur création. Mais l'OTAN est restée sur pied, parce que pour les Américains, c'est une façon d'être européen. S'il n'y a pas l'OTAN, les Américains n'ont pas d'influence sur les pays européens. Et pour les Européens, ils se sont dit, oulala, tout change, il n'y a plus l'Union soviétique, mais qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? On garde l'OTAN, on connaît, c'est plus sûr. Mais cela n'a pas été vécu comme cela. Si l'OTAN était restée dans ses frontières actuelles, il n'y aurait pas eu de problème. Le fait de se rapprocher des frontières de la Russie ne pouvait que braquer la Russie, plus la guerre d'Irak en 2003, etc., etc. Et donc, en fait, Poutine a refusé le monde unipolaire dirigé par les Américains. Mais, du point de vue de son point de vue, il a fait du global, en fait, il a fait une erreur majeure, c'est qu'il ne pouvait pas gagner cette guerre. Il avait massé 160 000 soldats à la frontière. L'objectif, ce n'était pas de conquérir l'Ukraine. C'était d'arriver à Kiev, de tuer Zelensky et de remettre un dirigeant pro-russe au pouvoir. Et ça n'a échoué dès le départ, parce qu'ils ne sont pas parvenus à Kiev, et que Zelensky, qui était un président un peu contesté, qui n'avait plus la popularité
qu'il avait lorsqu'il a été élu en 2019, est devenu un héros, non pas mondial, un héros occidental. Ce n'est pas la même chose. Et donc effectivement, rien ne s'est passé comme prévu du point de vue russe, et en fait, bien sûr, le premier pays qui souffre de la guerre, c'est l'Ukraine. Mais, et qui n'a pas demandé la guerre, même si il y a quand même beaucoup de choses à dire sur l'Ukraine. Les accords de Minsk qui avaient été signés en 2014, la Russie ne les a pas tout à fait respectés, mais pas plus l'Ukraine. Selon les accords de Minsk, il fallait que l'Ukraine accorde un statut décentralisé au Donbass avant de reprendre le contrôle du Donbass et de mettre l'armée ukrainienne à la frontière de la Russie. Ils n'ont jamais voulu donner le statut de décentralisé au Donbass. Ils ont voulu inverser en disant on va d'abord mettre l'armée à la frontière russe et ensuite on offrira un statut décentralisé. Et les pro-russes du Donbass ont dit pas de ça, jamais. Et Poutine non plus. Si le PIB ukrainien est resté à peu près comparable en 2021 à ce qu'il était en 1991 à l'indépendance, c'est pas de la faute de Poutine, c'est pas de la faute de la Russie, c'est de la faute des dirigeants ukrainiens. Il y a 7 millions, là je parle d'avant la guerre, c'est-à-dire le fin 2021, en 30 ans, 7 millions d'Ukrainiens avaient quitté leur pays. Parce qu'il n'y avait pas de perspective. Parce que dans l'alternance des dirigeants pro-russes ou pro-européens de l'Ukraine, il y avait quelque chose qui les réunissait, c'était l'absence du sens de l'intérêt national et une corruption sur une échelle inimaginable. Que les dirigeants ukrainiens soient pro-russes ou pro-européens, tous étaient corrompus, aucun ne s'est occupé du développement du pays, ce qui fait que les gens partaient parce qu'il n'y avait pas de perspective. Et donc ça, c'est pas la faute de la Russie. Et le pays était tellement corrompu qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait investir en Ukraine. Et donc là, aujourd'hui, à la fois l'Ukraine est un pays martyr, parce qu'il y a la destruction, parce que détruire les habitations civiles, c'est un crime de guerre. Tuer les civils, ce sont des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Laisser des soldats violer des femmes, ce sont des crimes de guerre. Tout ceci arrive. Tout ceci n'est pas de la propagande ukrainienne. Ça a été documenté par des journalistes de tous les pays et par des ONG de tous les pays. Ce n'est pas de la propagande. C'est malheureusement trop largement documenté. Donc oui, la Russie a commis un acte illégal en rentrant en guerre. Et oui, durant la guerre, la Russie a commis de nombreux crimes de guerre. Donc l'Ukraine est un pays martyr. Mais l'Ukraine a acquis un statut. C'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine est candidat officiel à l'entrée dans l'Union européenne. Ce que tout le monde aurait refusé auparavant. Vu à la fois le faible développement économique de l'Ukraine et vu le degré de corruption de tous ses dirigeants. Zelensky inclus. Zelensky, les Pandora Papers ont montré qu'il avait plusieurs maisons en Ukraine et une maison d'une valeur de 4 millions d'euros en Italie qui n'avait pas déclaré. Lui, il s'est fait connaître dans sa lutte par ses films dans la lutte contre la corruption, mais il fait partie de la bande. Mais Zelensky, qui était un clown, est devenu un héros, celui qui résiste, celui qui, et effectivement il le fait de façon héroïque, qui dès les premiers jours de la guerre dit, alors que les États-Unis lui proposent de l'exfiltrer pour qu'il vienne se réfugier aux États-Unis plutôt que d'être tué par les Russes, dit non, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes. Et donc, il était Chaplin, il devient Churchill. Il est devenu le héros de la résistance à l'impérialisme. Mais, alors on pourrait dire tant mieux parce que c'est une punition. Vous vous rappelez que Talleyrand avait dit après l'assassinat du duc d'Enghien par Napoléon, plus qu'un crime, c'est une faute. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect juridiquement contestable, c'était une faute politique de l'avoir fait. Et je dirais que, d'un point de vue russe, Poutine a commis, plus qu'un crime, une faute de l'intérêt national russe. Et je vais vous faire un aveu, je serais venu ici il y a un an, et même il y a, disons, 11 mois, donc si nous sommes le 17, voilà, si j'étais venu le 17 février 2022 devant vous, je vous aurais dit, non, je ne pense pas qu'il y aura une guerre
je ne pense pas que Poutine lancera une guerre contre l'Ukraine. Je me suis trompé. Mais Zelensky aussi s'est trompé, parce qu'il disait au même moment, mais non, il n'y aura pas de guerre, c'est du bluff. Et 4 anciens ministres des Affaires étrangères français à qui j'en ai parlé, Juppé, Védrine, Perrault et Fabius, ne pensaient pas qu'il y aurait la guerre. Pas plus que Raffarin pensait qu'il y aurait la guerre. Hélène Carrère-Lampos, j'ai fait un podcast avec elle le 22 février, 2 jours avant, elle ne pensait pas qu'il y aurait la guerre. Et tous les spécialistes de la Russie que je connais, moi je suis généraliste, je suis maçonnière ici, en France, ne pensaient pas qu'il y aurait la guerre. Pourquoi? Parce que Poutine a agi différemment de ce qu'il avait fait pendant 20 ans. Et donc, pourquoi, en fait, je dis souvent en plaisantant, c'est pas nous qui nous sommes trompés, c'est Poutine. Parce que ce qu'il a fait est venu ruiner 20 ans de pouvoir. Que voulait Poutine lorsqu'il a pris le pouvoir en 1999? C'était de réhabiliter la Russie. La Russie que Boris Yeltsin avait conduit au bout. Le PIB de la Russie diminue de moitié entre 91 et 2000. La Russie n'était plus un pays respecté sur le plan international, sur la scène mondiale. Poutine, avec brutalité, on n'a jamais dit que Poutine était brutal, par la répression, a fait en sorte que la Russie était de nouveau une puissance qui comptait sur la scène internationale. Il a fait en sorte que la Russie était de nouveau un pays que l'on respectait, dont on tenait compte. Et en fait, il a suivi un peu les principes de Machiavel. Je m'en fous d'être aimé, je préfère être craint. Et effectivement, parce que tout le monde aimait bien Yeltsin dans le monde occidental, mais Yeltsin a conduit son pays à la catastrophe. Et Poutine, lui, a relevé son pays. On peut même dire, pour filer la métaphore sportive, qu'il la faisait boxer au-dessus de sa catégorie. Parce que le PIB de la Russie, il est 15 fois inférieur au PIB des États-Unis. 15 fois inférieur au PIB de l'Union européenne. Et néanmoins, eh bien, on tenait compte de la Russie. Les dépenses militaires russes sont 12 fois inférieures aux dépenses militaires américaines. Mais la Russie, au Proche-Orient, était incontournable. En Afrique, elle faisait un retour. En Europe, on la craignait. Et en Asie, elle était présente. Et en fait, Poutine allait, j'entends régulièrement Forum de Valdai qui venait conclure, et il disait toujours, regardez où était la Russie quand j'ai pris le pouvoir, regardez où elle est maintenant. Et oui, il avait redonné un statut à la Russie. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. La Russie va être de nouveau une station d'essence avec des fusées. Alors déjà, l'échec de Poutine, c'est autre chose, c'est qu'il n'a pas su diversifier l'économie de la Russie. 75% des recettes d'exportation de la Russie viennent toujours de la vente de pétrole et de gaz. Et pourquoi la Russie va être affaiblie? D'une part, par les sanctions occidentales, qui nous sanctionnent aussi. Enfin, qui sanctionnent l'Europe, mais pas les États-Unis. L'Europe paye beaucoup plus cher son énergie. Nous avons une crise économique en Europe liée à la guerre en Ukraine. Les États-Unis, qui eux produisent du gaz et du pétrole, on va, nous, pays européens, cesser d'acheter, on le fait, cesser d'acheter du gaz à la Russie, on en achète désormais aux États-Unis. Qu'ils le vendent 4 fois plus cher aux entreprises européennes qu'ils le vendent aux entreprises américaines. Nous avons aussi, la France a abandonné 18 milliards d'avoirs en Russie. Renault avait des installations qui sont parties, c'est les Chinois qui ont repris. C'est cadeau, gratuit. Donc l'Europe paye un prix lourd de tout cela. Mais la Russie aussi, parce que les pièces détachées, la technologie, ils vont souffrir. Ils vont aussi souffrir par la fuite des cerveaux. Parce que dès le début de la guerre, il y a de 100 à 200 000 jeunes Russes qui ont fui le pays parce que eh bien, la répression mise en place par Poutine, qui était déjà assez forte avant la guerre, est devenue encore plus forte après la guerre. On revient un peu à un régime néo-stalinien. Le terme de guerre a été interdit parce que Poutine disait que c'était une opération militaire spéciale. L'opération militaire spéciale, ça veut dire, voilà, c'est pas grave, c'est pas une guerre, ça va être rapide et ça va ça va pas coûter. C'est l'inverse. Et donc, aujourd'hui,
le livre de Tolstoï a été rebaptisé Opération spéciale militaire épais, puisque le terme de guerre est interdit. Si vous utilisez le terme de guerre, vous pouvez aller en prison. Les professeurs qui ont employé le mot guerre à la classe étudiante ont été emprisonnés. Donc il y a déjà 100 à 200 000 Russes qui ont dit « je ne veux pas vivre dans ce pays-là ». Et puis ensuite, quand Poutine a décrété une mobilisation partielle, mais qui a quand même concerné 300 000 Russes, ben beaucoup sont aussi partis, ont fui, parce qu'ils se sont dit « je préfère vivre en exil que mourir sur le front ». Et donc, c'est une saignée. Alors bien sûr, Poutine peut se dire bah, « c'est des opposants, tant mieux, j'aurai encore plus la paix chez moi ». Et surtout, en fait, en réalité, ce sont des opposants qui sont partis, mais c'est les forces vives de la nation qui sont partis. Notamment des gens qui travaillaient dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui vont manquer, parce que ça va encore plus ramener la Russie à son statut de producteur de matières premières énergétiques. Donc c'est un moins pour la Russie. Et la Russie a coupé tous les ponts avec l'Occident, alors que la Russie se sent européenne. Elle ne se sent pas asiatique. Et donc ça aussi, c'est une perte importante pour la Russie. Donc la Russie, elle a forcément un statut diminué. Et puis, en fait, Poutine voulait que l'Ukraine se rapproche de la Russie. Il a perdu définitivement l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, le sentiment national ukrainien, il est anti-russe. Auparavant, l'Ukraine était divisée. Il y a des pays comme ça qui sont divisés. Par exemple, le Mexique est à la fois nord-américain et latino-américain. La Turquie est à la fois asiatique et européenne. L'Ukraine est à la fois slave et européenne et occidentale. Aujourd'hui, mis à part dans le Donbass, le centre du fait de l'annexion de la Crimée dans un premier temps, puis de la guerre aujourd'hui, et des crimes de guerre. Les Ukrainiens détestent la Russie, dont ils se sentaient proches auparavant. Donc, le but de Poutine, qui était de garder le contrôle de l'Ukraine, c'est terminé. La Russie a perdu l'Ukraine. Deuxième point, il voulait montrer la force de la Russie. Alors, vous sa faiblesse. L'armée russe est incompétente. L'armée russe est mal équipée. L'armée russe est mal dirigée. L'armée russe est mal motivée. Et encore dernièrement, ces abrutis-là ont réuni plusieurs centaines de soldats dans un lieu unique à côté d'un dépôt de munitions et en laissant les gens téléphoner, ce qui a créé un signal, et un missile ukrainien est venu s'abattre dessus. 89 morts selon l'armée russe, plusieurs centaines en réalité. C'est une accumulation d'erreurs, d'incompétences crasses de la part des dirigeants militaires de la Russie. Et donc en fait, l'armée russe qui faisait peur à tout le monde, on voit qu'ils ne sont pas capables de gagner cela. Et ils voulaient empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Il n'y a jamais, l'Ukraine était aussi proche de l'OTAN, parce que même si officiellement l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, tous les pays de l'OTAN aident militairement l'Ukraine. Et donc le ministre ukrainien a dit, et il a raison, que l'Ukraine est de facto, de fait, dans l'OTAN aujourd'hui. Poutine voulait aussi séparer les Européens des États-Unis. C'est l'inverse. Jamais les Américains n'ont été aussi puissants en Europe. Donc sur tous les buts stratégiques de long terme de Poutine, il a échoué sur tout. Et donc son rôle dans l'histoire, sa place dans l'histoire, elle est mise en cause. On ne sait pas, moi je ne sais pas où la guerre va s'arrêter. Et quand j'interroge les spécialistes militaires, ils ne savent pas non plus. Plus probablement, elle va durer longtemps. Plus probablement, il n'y aura pas de paix cette année, parce que Poutine, les Ukrainiens disent qu'il y aura la paix quand on aura repris tous les territoires perdus, pour certains depuis 2024 et d'autres depuis 2014, depuis 2022 pour d'autres depuis 2014. Et Poutine dit non, avant de négocier, je veux que l'Ukraine reconnaisse que le Donbass est russe. Donc les points de vue sont trop contradictoires. L'Occident aide de plus en plus l'armée ukrainienne, au point que plus ça va, plus des équipements lourds et maintenant des chars vont être fournis à l'Ukraine, et Poutine va certainement mobiliser de plus en plus. On parle de la mobilisation de 500 000 ou de 1 million de Russes. Il y a 145. Il y a 35 millions d'Ukrainiens, parce que beaucoup sont partis. Il y a 145 millions de Russes. Le ratio démographique, il est en faveur de la Russie. Mais le ratio économique, il est en faveur de l'Ukraine. Parce que c'est pas l'Ukraine. L'Ukraine a un PIB 10 fois inférieur à la Russie, mais derrière, il n'y a que l'Occident.
Donc, une fois encore, États-Unis plus Union européenne, c'est 30 fois le PIB de la France. Donc, ça demande des efforts, mais ça peut être fait pour cela. Donc, il y aura peut-être épuisement des combattants, mais ça va durer. Quels sont les perdants? Outre l'Ukraine, outre la Russie. Enfin, l'Ukraine perd maintenant, mais elle a gagné un statut qui lui servira par la suite. Ben, c'est l'Europe. L'Europe est perdante. L'Europe est perdante parce que c'est elle qui paye les pots cassés économiques de cette guerre. Et surtout, il y a 3 ans, le président français Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, c'est l'autonomie stratégique européenne qui est en état de mort cérébrale. L'Europe s'est remise sous dépendance américaine. Il y a eu une telle peur des pays européens, peur de la menace militaire russe, qu'ils se sont dit, il n'y a qu'un pays qui peut nous protéger de cette menace militaire, ce sont les États-Unis. Donc on va demander de nouveau une protection aux Américains. Et donc, les pays européens augmentent les dépenses militaires, alors qu'on pourrait dire, attendez, si l'armée russe n'est pas capable de garder Kherson, comment ils vont faire pour arriver à Varsovie? Comment ils vont faire pour arriver à Berlin? Comment ils vont faire pour arriver à Strasbourg? Donc on pourrait dire, finalement, pas de menace militaire. Ils sont incapables de battre l'armée ukrainienne, un pays dont le PIB est 10 fois inférieur au nôtre. Bon, avec l'idée. Mais on va augmenter les dépenses militaires. 2 pays, la Suède et la Finlande, qui étaient neutres pour l'un depuis 200 ans. Pour l'autre depuis 77 ans. 18. Rejoignent l'OTAN. Rejoignent l'OTAN. Parce qu'ils pensaient que ce n'était pas utile de le faire quand Staline était au pouvoir, ils pensent que c'est nécessaire de le faire quand Poutine a lancé une guerre contre l'Ukraine. Et le premier réflexe de l'augmentation des dépenses des pays européens en termes de défense, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour produire des armes européennes? Non. C'est pour acheter sur étagère des armes aux États-Unis. Et on avait un modèle, notamment l'Allemagne, mais aussi d'autres pays. L'Allemagne, son modèle économique, c'était j'exporte beaucoup parce que je produis avec une énergie bon marché. Terminé. Terminé, on va payer 3 ou 4 fois plus cher notre énergie. Donc, le modèle économique allemand, il est relié en cause. Et l'ADN géopolitique française, qui était de dire, depuis De Gaulle, fait par Mitterrand également, nous avons des relations développées avec Moscou, que Moscou soit l'URSS ou que Moscou soit la Russie, pour élargir nos marges de manœuvre par rapport à Washington, c'est mort. On ne peut plus avoir de relations avec Moscou, puisque Moscou a fait la guerre et que nous sommes contre soi. Donc, l'Europe est en crise. L'Europe est en crise, on est à la fois unis, on a pris des décisions communes, et donc certains s'en félicitent en disant, regardez, les 27 ne se sont pas séparés, même la Hongrie a suivi, on a pris 7 ou 8 trains de mesures de sanctions contre la Russie sans qu'il y ait de division, mais on a accru, on est en train de renforcer nos capacités militaires, mais en même temps, on est en train d'accroître notre dépendance par rapport aux États-Unis. Donc, l'objectif d'une autonomie stratégique européenne, il est mort, on n'est jamais mort, mais il est atteint durablement. Et donc, quels sont les vainqueurs? Ce sont les États-Unis, évidemment. Tout leur réussit. La Russie est éliminée, les pays européens sont soumis, et ils peuvent vendre plus d'armes, vendre plus de gaz, vendre plus de pétrole, et avoir un avantage compétitif sur les Européens en termes industriels, puisqu'ils vont payer leur énergie moins cher que les industriels européens. Il y a même des craintes du côté européen, avec le plan de lutte contre l'inflation que Biden a fait, que des industriels quittent l'Europe pour aller aux États-Unis où l'énergie est moins chère. Industriels européens, notamment automobiles. Donc les États-Unis sont les grands vainqueurs. Ils avaient dit qu'ils n'interviendraient pas contre la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie a l'arme nucléaire. Et donc l'un des effets aussi, pourquoi l'OTAN a fait la guerre à la Yougoslavie en 1999 pour le Kosovo? Parce qu'elle disait qu'il n'avait pas l'arme nucléaire. Si aujourd'hui la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, on ferait la guerre à la Russie. Parce que ça serait facile de la gagner, la guerre. Si l'OTAN déclare la guerre à la Russie, sans l'arme nucléaire, elle le gagne facilement. Mais la Russie est protégée par son arme nucléaire. C'est la dissuasion.
Et donc, les Américains indiquent qu'ils ne feraient pas la guerre à la Russie, même si la Russie attaquait l'Ukraine, mais ils font la guerre indirectement, en aidant l'Ukraine et en piégeant la Russie. Voilà cela. Alors, la Russie, il y a les sanctions du monde occidental, mais par rapport à cela, il me reste encore 10 minutes, il nous un quart d'heure, par rapport à cela, il y a deux conséquences majeures. La première, c'est que quelque part, ça, c'est la Russie, c'est l'apéritif. Le plat de résistance, c'est la Chine. Parce que le facteur géopolitique des années à venir, ce n'est pas la rivalité, vous avez dit un mot, madame, dans votre introduction, ce n'est pas la rivalité entre Moscou et Washington, ils ne boxent plus dans la même catégorie. C'est entre Pékin et Washington. Alors on va dire, oui, c'est normal, il y a une démocratie, il y a une dictature. Il y a un proverbe chinois qui dit que lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Ne croyez pas un instant que la différence de régime politique soit la cause de la rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'un côté un régime autoritaire et de l'autre une démocratie. C'est la réalité. Bien sûr, les Chinois ne sont pas libres. Bien sûr, les Américains peuvent voter. Mal des fois, mais ils peuvent voter. Et ce n'est pas ça qui fait la rivalité. Quelle est la rivalité? Quelle est la cause de la rivalité? Elle tient en deux chiffres. En 2001, lorsque la Chine adhère à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, elle représente 10% du PIB américain. 10%. Aujourd'hui, 75%. Jamais dans l'histoire, un pays n'a connu une croissance aussi forte, aussi soutenue, aussi longue. Ça n'est jamais arrivé. Et même si des pays comme la Corée du Sud ou le Japon ont connaître des croissances fortes, quand c'est la Chine, ça ne change pas un pays, ça change le monde. Le grand homme de l'histoire chinoise, ce n'est ni Mao, ni Xi Jinping, c'est Deng Xiaoping, qui a dynamisé l'économie chinoise et qui, du coup, a changé le monde. Certains disent que 2001 a été un tournant historique à cause du 11 septembre. Le 11 septembre n'a rien changé au rapport de force international. La place respective des États-Unis, de la Chine, du Japon, de la Russie n'a pas changé. L'élément fondamental de 2001, c'est la Chine qui adhère à l'OMC. Et là, ça change le monde. Deng Xiaoping avait comme principe cacher sa force, attendre son heure. Xi Jinping dit « Nous serons la première puissance mondiale ». Cela ne peut qu'être angoissant pour les États-Unis. Parce que depuis 1945, les États-Unis sont la première puissance mondiale. Si on part du principe qu'on commence à s'intéresser à l'actualité nationale ou internationale à l'âge de 15 ans, en moyenne, disons, ça veut dire aujourd'hui, tout Américain qui a moins de 93 ans a toujours vécu dans la première puissance mondiale. Le fait de se voir éventuellement dépassé par un pays asiatique et communiste est une source d'angoisse pour les Américains. Ils ne peuvent pas le supporter. Et en fait, le pacte non écrit qui a été rompu, c'était que pendant des années, et donc ce n'est pas une histoire de système, parce que finalement, lorsque Mao reçoit Nixon et Kissinger en 1972, la Chine n'est pas une démocratie. Et ça ne gêne pas les Américains de faire une alliance anti-soviétique de fait avec eux. Lorsque dans les années 90, Clinton pousse les industriels américains à investir en Chine, la Chine n'est pas une démocratie. Ils viennent de faire le massacre de la place Tiananmen. Donc, c'est pas... Le fait que la Chine ne soit pas une démocratie n'a jamais, jusqu'ici, gêné les Américains. Mais le pacte non écrit qui existait entre Pékin et Washington était « Je ne revendique pas la suprématie mondiale, je ne revendique pas la place de numéro 1 mondial, et tu ne contestes pas mon régime politique », c'est ce pacte qui a été brisé par Xi Jinping en annonçant que la Chine serait la première puissance mondiale et suivant le cours du développement de la Chine. Donc c'est cela qui gêne les Américains. Et c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Thucydide, l'auteur de l'histoire des guerres du Péloponnèse. On peut dire, mais que vient faire Thucydide dans un problème entre Pékin et Washington? Parce que
Thucydide, dans les guerres du Péloponnèse, écrit que Sparte et Athènes devaient automatiquement rentrer en guerre parce que Sparte ne pouvait pas accepter la montée en puissance d'Athènes. Et donc le piège de Thucydide, c'est quand le numéro 2 rattrape le numéro 1, le risque majeur, c'est qu'il y ait la guerre parce que le numéro 1 ne veut pas être atteint. Et pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale? C'est que l'Angleterre ne supportait pas la montée en puissance de l'Allemagne, y compris dans le domaine naval. Alors ce qui change entre Sparte et Athènes, la Chine et les États-Unis, c'est une fois encore la dissuasion nucléaire. Il vient limiter. Est-ce que la Chine veut faire à Taïwan ce que les Russes ont fait en Ukraine? Il y a une première différence, c'est que Taïwan c'est une île, donc on ne peut pas franchir la frontière avec des chars, il faut les envoyer par bateau. Et là vous êtes en fragilité. D'autre part, les Américains ont dit qu'ils protégeaient Taïwan. D'autre part, il y a des intérêts économiques chinois à Taïwan. Et enfin, la légitimité du Parti communiste, c'est l'essor économique, si les Américains étaient alignés. Et puis, en fait, les Chinois, voilà, les Russes, ça ne marche pas très bien. En fait, toutes les guerres ont échoué. La France au Mali, les Occidentaux en Libye, les États-Unis en Irak. Donc ça fait peut-être un peu réfléchir. On a pris les Russes en Ukraine. Mais dans les années à venir, et là, en quoi il y a un lien entre la guerre en Ukraine et cette rivalité sino-américaine et l'élément géopolitique majeur pour les 15 ou 20 années qui viennent, c'est que du fait de la guerre en Ukraine, les Américains disent qu'on va faire une alliance des démocraties par rapport à l'axe des pays autoritaires. Pékin, Moscou. Et donc, ils demandent aux Européens de les suivre. Et les Européens, eux, ils ont des intérêts en Chine. Et pour l'instant, ils résistent. Mais du fait de la pression américaine de la guerre en Ukraine, c'est plus difficile. Et puis, et ça sera ma conclusion avant de vous redonner la parole, oui, la Russie est coupée du monde occidental. Mais non, elle n'est pas isolée. Non, elle n'est pas isolée parce que l'autre clivage important, là, il y a un clivage sino-américain qui est important, mais l'autre clivage que l'on voit, c'est the West versus the Rest. L'Ouest contre le reste du monde, contre les Occidentaux. Auparavant, dans les années 70, il y avait le tiers-monde. Le tiers-monde a éclaté entre des pays qui ont réussi économiquement, du Corée du Sud, et des pays qui n'ont pas réussi, et d'autres qui se sont effondrés. Aujourd'hui, en fait, vous prenez deux cartes. La carte des pays qui ont condamné aux Nations Unies l'agression russe de l'Ukraine. Il y a 140 pays, 150 pays sur 193 membres. Certains se sont abstenus, comme la Chine, l'Inde, etc. Mais grosso modo, la plupart des pays ont condamné l'agression parce qu'ils disent ben non, la guerre, c'est pas bien. Quels sont les pays qui ont pris des sanctions contre la Russie? Uniquement les pays occidentaux. Les pays occidentaux, plus en Asie, la Corée du Sud, le Japon, qui sont stratégiquement occidentaux. Aucun pays africain n'a pris de sanctions contre la Russie. Aucun pays latino-américain n'a pris de sanctions contre la Russie. Aucun pays asiatique, sauf ceux qui sont liés stratégiquement et géopolitiquement aux Occidentaux, n'a pris de sanctions contre la Russie. Pourquoi? Il y a à la fois des raisons particulières et des raisons générales. Les raisons particulières, c'est par exemple la Chine du Sud qui dit oui, mais moi, Moscou m'a aidé dans la lutte contre l'apartheid. Alors que vous, les Occidentaux, vous étiez le régime blanc. L'Angola, le Mozambique disent mais attendez, Moscou nous a aidés dans la lutte pour la décolonisation. Le Mali dit oui, mais moi c'est Wagner qui me protège, donc je ne vais pas prendre des sanctions contre la Russie. L'Inde dit 2/3 de mes équipements militaires sont fournis par les Russes. Je ne vais pas me couper d'eux, si j'ai pas avec les Chinois, il faut mieux rester en bon terme avec, etc., etc. Et la Chine ne sanctionne pas la Russie, même s'ils ne sont pas d'accord avec la guerre, parce que la guerre lui pour effet d'augmenter le prix de l'énergie, d'augmenter le prix des matières premières alimentaires, qui sont les deux principaux postes d'importation de la Chine, et que ça vient troubler l'économie chinoise. Mais ils disent non, si la Russie perd, c'est une victoire occidentale, ce n'est pas acceptable pour nous. Et c'est ça, l'autre raison globale, c'est que le reste du monde en a marre de la domination occidentale du monde. Et que cette domination occidentale a pris fin quand même. Cette domination, l'Occident, qui a dirigé le monde pendant 5 siècles, depuis 1492 jusqu'à la fin du XXe siècle, ne le fait plus maintenant. Les Occidentaux qui se sont réjouis de l'implosion de l'URSS n'ont pas vu qu'en même temps, il y avait l'émergence, il y avait la globalisation, qui fait que les autres pays ont leur mot à dire et n'entendent pas suivre docilement l'Occident comme ils ont été obligés de le faire auparavant.
Prenons un exemple, l'Arabie Saoudite, qui auparavant obéissait aux États-Unis. Biden dit, ah ben je vais faire de Mohamed Ben Salman un paria, parce qu'il a tué Jamal Khashoggi, c'est pas bien. Alors d'ailleurs c'est assez amusant, puisque l'Arabie Saoudite avait tué des milliers, des dizaines de milliers de Yéménites, on s'en foutait. Mais il tue un journaliste qui était encore à Washington, tout d'un coup, on va faire de MBS un paria. Passons peut-être par il dit, je ferai de MBS un paria. Puis après, guerre en Ukraine, on n'a plus de pétrole russe, on n'a plus de gaz russe, donc le prix de l'énergie monte, ce qui arrange les pays, mais ça fait quand même, si les Américains payent trop cher le gallon d'essence, ils vont pas être contents. Donc il dit, je vais aller voir MBS pour lui demander d'augmenter sa production de pétrole. Donc il mange son chapeau. Et il va à Riyad, en fait il va à Canossa, demander à MBS d'augmenter la production de pétrole. MBS lui dit, je voudrais bien, mais je ne peux pas, c'est une décision de l'OPEP, voilà. C'est tout lui en fait. Et donc il n'obtient pas ça. Pire encore, 3 semaines après, en accord avec l'Arabie Saoudite réduit sa production de pétrole. Donc un pays qui obéissait à l'oeil et à l'œil en fonction du pacte du Quincy aux États-Unis ne le fait plus. En Amérique latine, tous les pays, maintenant la doctrine Monroe, elle est morte. Les États-Unis n'ont pas prise. En fait, les États-Unis n'ont plus pris sur le monde sauf en Europe. C'est un peu le paradoxe. Et si les Occidentaux ne se rendent pas compte qu'ils ne dominent plus le monde et que le monde ne veut plus être dominé par les Occidentaux, l'Occident va accroître son déclin relatif. L'Occident n'a pas perdu la puissance, il a perdu le monopole de la puissance, qui est tout à fait différent, ce n'est pas la même chose. Mais il ne s'est pas encore rendu. Donc voilà, nous avons 2 clivages, un clivage États-Unis-Chine, un clivage The West versus the Rest. Il faut faire attention de ne pas les accentuer, parce que beaucoup de pays, notamment dans the Rest, si les États-Unis demandent à des pays africains, des pays latino-américains, des pays asiatiques de choisir entre eux et la Chine, il y en a plus qui choisiront la Chine que les États-Unis. Aujourd'hui, la Chine est le principal partenaire économique de 120 pays. Les États-Unis de 60. Voilà. Donc, les États-Unis ne peuvent plus se comporter, ce n'est pas parce qu'ils dominent l'Europe, ils doivent se comporter comme s'ils dominaient encore le monde. Cette parenthèse-là, elle est révolue, il vaudrait mieux s'en rendre. Voilà, je vous remercie, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Boniface. Alors, on va donner la parole au public. Je pense que ça a suscité quelques interrogations dans la salle. Est-ce que vous souhaitez qu'on prenne ça par vague ou on fait une question-réponse? Une après l'autre, c'est bon. Une après l'autre, très bien. Alors, question? N'hésitez pas, pas tout le monde à la fois. Ok, on a une question ici. Bonjour Monsieur Boniface. Alors, ma première question, ça serait, justement, vous avez parlé d'une sorte de rupture dans le comportement de Vladimir Poutine, comparé à ces 20 dernières années. Comment est-ce que vous expliquez ce changement de posture? Et je voulais simplement peut-être approfondir un peu plus sur votre dernière partie, les perceptions du reste du monde, et principalement du coup aux proches, Moyen-Orient et Afrique, vis-à-vis de la Russie, là où la Russie avait effectué un retour et était en phase de revenir. Peut-être un peu plus approfondir sur leur situation aujourd'hui face à la Russie. Merci. Alors pour votre première question, comment expliquer qu'il ait changé d'attitude? Il y a en fait une série de facteurs, il n'y en a pas un seul. Le premier, c'est l'usure du pouvoir. Il est au pouvoir depuis fin 99, c'est un pouvoir de plus en plus absolu. À la limite du temps de l'Union soviétique, il y avait au moins une direction collégiale, du Politburo. Brejnev ne pouvait pas décider ça. L'intervention de l'Afghanistan a été décidée collectivement par le Politburo. Poutine décidait de plus en plus seul. Et notamment, en 2008, il cède la place à Medvedev, qui devient président, Poutine devient Premier ministre. Et un des tournants a été que l'Occident s'est lancé dans l'intervention en Libye. La Russie n'a pas déposé de veto sur la révolution de 1973. Poutine avait dit à Medvedev, tu fais une erreur. Les Occidentaux, vous nous perdez, comme l'a dit tout le monde. Et Medvedev dit, non, moi je reproche les Occidentaux, etc. Et cette résolution qui devait, au début, protéger la population de Benghazi, s'est transformée en changement de régime, ce que détestent les Russes. Donc ça a cassé la carrière de Medvedev, qui voulait se remonter, il n'a pas pu, et Poutine, bon.
Poutine, on connaît sa phrase, celui qui n'a pas, qui est disant que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle a été la disparition de l'URSS. Une autre phrase qui est moins souvent citée, qui est de dire la grande erreur des Russes après la fin de la guerre froide est d'avoir fait confiance dans les Occidentaux, et la grande erreur des Occidentaux est d'avoir pris cette confiance pour de la faiblesse. Donc Poutine ne veut pas apparaître. Donc usure du pouvoir, pouvoir absolu, de moins en moins de monde osait critiquer Poutine ou le contredire, parce que celui qui contredisait était viré tout simplement. Medvedev a été en disgrâce, et d'autres aussi, etc. Je pense que le Covid aussi a joué. Parce que, vous vous rappelez cette photo où il y a une table qui va jusqu'au bout de la salle entre Macron et Poutine. Poutine avait peur que Poutine n'est pas sorti de son mur. Il était déjà isolé, il a été encore plus du fait de sa peur maladive, si j'ose dire, du Covid. Et donc, il était dans une sorte d'enfermement mental. Je me dis aussi, par exemple, Sylvie Berman ou Jean Guignasti, deux anciens ambassadeurs de France à Moscou. Alors, il y a 4 anciens ambassadeurs de France à Moscou qui ne sont pas d'accord sur l'île de Poutine, mais qui tous pensaient qu'il ne ferait pas la guerre. C'est que lorsque Poutine parlait de Syrie, parlait du Proche-Orient, parlait d'Afrique qui était rationnel, l'Ukraine devenait émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose de très particulier. L'Ukraine, c'est l'Empire russe a été bâti en Ukraine, à Kiev au départ, donc il y a quelque chose de très irrationnel. Donc tout ceci a conduit à cette décision catastrophique, et maintenant il s'enferme dans les vols. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il y a eu près de dizaines de milliers de morts pour repartir. Et il est pris à son propre piège. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question sur le Proche-Orient et la Russie? C'était simplement, du coup, quelle perception ces régions-là ont de la Russie aujourd'hui? Est-ce que c'est possible qu'ils continuent à entretenir des relations, justement, en essayant de se distancier de l'Occident, comme vous l'avez dit, en essayant de... Oui, regardez, par exemple, les pays producteurs de pétrole se concertent, il y a un groupe qui s'appelle OPEC+, c'est l'OPEC plus la Russie. Parce qu'ils ont des intérêts communs à défendre un cours élevé du pétrole. Il y a d'autres pays qui disent, mais tiens, du coup, on va acheter du pétrole moins cher parce que la Russie vend à l'Inde du pétrole à prix réduit. Pour être sûr, à prix réduit, il est toujours plus cher qu'il est à 80 ou 100 dollars en ce moment. La Russie a bâti un budget avec 50 dollars le baril. Donc, même en faisant des rabais, la Russie est toujours l'augmentation. La Russie a eu plus de ressources pétrolières l'an dernier, malgré les sanctions, qu'auparavant, du fait de l'augmentation du prix du pétrole. Donc les pays africains, pour certains, la Russie est un partenaire sécuritaire. La RCA, le Mali, Wagner ne protège pas le pays, il protège le régime. Ceux qui sont au pouvoir sont très contents d'avoir des relations avec la Russie. Pour d'autres, il y a des échanges de matières premières. En fait, la plupart des pays se disent, mais quand c'est la guerre chez nous, les Européens ne s'en occupent pas. Les Occidentaux ne s'en occupent pas. C'est la guerre en Europe, ils voudraient qu'on les suive. Qui a pris les sanctions contre les États-Unis après la guerre d'Irak? Personne. Qui a pris les sanctions contre la France et le Royaume-Uni alors que il y avait une résolution, mais on a surinterprété la résolution et créé le chaos en Libye? Personne. Donc en fait, ces pays-là disent qu'on n'a pas à suivre aveuglement les desiderata des pays européens. Oui, ça peut nous gêner qu'il y ait la guerre. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est juste qu'on ne soit pas atteint par la crise alimentaire. Qu'il y ait un accord qui a obtenu un accord entre l'Ukraine et la Russie pour pouvoir permettre le retour des exportations de céréales. Ce n'est pas le pays occidental, c'est la Turquie. Lula, avant d'être réélu à la présidence, a dit pour moi, Zelensky est aussi responsable de la guerre que Poutine. Et donc, il y a cette perception différente en disant que finalement, les Ukrainiens, même si on condamne la guerre, c'est que les Ukrainiens ne sont pas sans responsabilité dans l'enchaînement des erreurs qui a conduit à la guerre. Et c'est surtout en disant, nous, on a notre agenda, pourquoi devrait-on s'aligner sur un agenda occidental alors que les Occidentaux ne prennent jamais en compte? Le docteur Mukwege, qui répare les femmes, qui a le prix Nobel de la paix en RDC, dit, mais écoutez, nous, il y a une guerre chez nous. Et pourquoi on ne s'en occupe pas? Pourquoi on ne condamne pas le Rwanda, qui lui aussi pille de fait le territoire? Il n'a pas annexé juridiquement. Il n'y a pas une loi du Rwanda qui dit que le Nord Kivu, c'est à lui. Mais le Rwanda exporte
des matières premières minérales qu'il ne produit pas, qui ne sont pas extraites de son sous-sol. Et le nombre de morts en RDC est important. Allons au Proche-Orient. Il y a d'autres pays qui ont annexé par la force du territoire sans que l'on prenne de sanctions contre lui. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. J'ai été invité par une demi-douzaine de diplomates européens il y a 15 jours, parler d'Ukraine, etc. Bon, bref. Et puis, au cours de la conversation, je leur dis, mais regardez, en fait, on n'a pas pris de sanctions contre Israël pour l'annexion de Jérusalem-Est. Et la réponse est, ah oui, mais c'est pas pareil. En quoi c'est pas pareil? Ah ben, c'est pas pareil. En quoi ce n'est pas pareil? Et mon évangéliste et les diplomates, c'est vraiment replié sur elle-même en ne pouvant dire que c'est pas pareil. Je n'ai pas insisté parce que ça aurait dégénéré. On voit bien qu'il y a un deux poids deux mesures. Et donc ceci n'échappe pas aux opinions publiques des autres pays. Professeur Tiasi, merci Monsieur Boniface. Pour moi, j'ai l'impression que je vous connais depuis de longue date, à force de vous suivre, de lire vos ouvrages. Et donc, vous êtes familier. On vous remercie pour ce que vous faites pour, en quelque sorte, vulgariser la géopolitique et aider à comprendre le monde. Alors, je reviens sur quelques détails. Je partage un peu votre analyse. Pour les raisons, en quelque sorte, qu'on peut reprocher aux Occidentaux concernant, qui justifient l'intervention russe. C'est l'OTAN aux frontières de la Russie. En fait, je crois que c'est exagéré, parce que l'essentiel des pays qui ont rejoint l'OTAN, c'était en 2004, l'essentiel. Et ça ne concerne que 5% des frontières de la Russie. Je crois qu'on a exagéré. Et puis, je ne sais pas dans quelle mesure, est-ce que vous êtes d'accord ou non, est-ce que ce n'est pas une erreur d'intégrer, à l'époque déjà, l'Ukraine dans l'OTAN? Ça aurait pu éviter cette guerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'on exagère ça, et puis peut-être que si les autres voulaient rejoindre l'OTAN, c'est par peur de l'ours russe, à travers l'histoire, qui est un pays expansionniste. Déjà 17 millions de kilomètres carrés, le plus grand pays du monde, et ça ne suffit pas. D'un autre côté, est-ce que la vraie raison, c'est qu'on sincèrement, en 2014, la révolution des Terres, l'Ukraine a voulu, donc, franchement, rejoindre le camp occidental. Et les valeurs de l'Occident peuvent être contagieuses vers la Russie, qui pourrait devenir, donc, et remettre en cause le pouvoir de Poutine. Est-ce que ce n'est pas une raison profonde? C'est que la peur de la contagion de la démocratie, alors que Poutine, il est en train de développer un régime très autoritaire, voire il va vers une dictature. Je ne veux pas aller plus loin, je voudrais juste poser une question. Je sais bien que l'ordre occidental est contesté aujourd'hui par notamment les BRICS qui ne sont plus aussi solides qu'une brique aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler maintenant, comme on l'a fait en 2010, durant 2007, 8, 9, 10, où les BRICS montraient que c'est une force émergente. Et maintenant, le BRICS est très divisé, il ne peut pas contester cette hégémonie occidentale. Mais la crise d'Ukraine, pour moi, c'est un ralentisseur de la transition vers un nouvel ordre mondial qui remet en cause l'hégémonie occidentale. On voit l'Occident plus uni qu'avant. Bien sûr qu'il y a des pays qui contestent, etc. Mais je ne vois pas l'émergence vraiment d'un nouveau monde multipolaire. Sinon, on va aller vers un monde toujours dominé par l'Occident, mais contesté de façon fragmentaire, sans une alternative. Ceci est inquiétant tout de même, mais je crois que la crise actuelle est un ralentisseur vers la transition vers un monde multipolaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Votre intervention est très riche, donc il y a beaucoup à commenter dans ce que vous avez dit. Je vais essayer de le faire parce que vous avez
fait un panorama assez complet. J'essaie de rien oublier pour répondre point pour point. Oui, l'élargissement de l'OTAN ne concerne que 5% du territoire russe, mais c'est les 5% les plus importants. Pour eux, c'est l'entrée, c'est la menace de l'Occident. Et voilà, la perception russe, c'est qu'il y a une avancée. Bien sûr, vous avez raison de dire que ce sont des pays qui ont volontairement adhéré à l'OTAN. Et ils ont adhéré à l'OTAN parce que, historiquement, la Pologne, les pays baltes ont souffert de l'impérialisme russe et que cette histoire a laissé des traces. Il y a une sorte de cercle vicieux, en fait. Cercle vicieux parce que ces pays ont empêché l'établissement de relations politiques normales entre l'Union européenne et la Russie. Ils ont empêché Solana en 2003 d'avoir, alors qu'ils n'étaient pas encore dans l'Union européenne, mais juste après en rentrant, d'avoir une politique spécifique de l'UE à l'égard de la Russie. Et donc, c'est l'œuf et la poule. C'est-à-dire que ces pays craignant la Russie, l'OTAN s'est développée. L'OTAN se développant, la Russie s'est crispée. La Russie s'est crispant, les pays ont dit, vous voyez, la Russie est vraiment une menace. Jusqu'à, d'escalade en escalade, la guerre. Et donc, en fait, par rapport à cela, et vous me donnez l'occasion de... Il y a deux interprétations concurrentes de pourquoi on en est arrivé là. Pour la Pologne, les pays baltes, et les Finlandais maintenant, c'est à cause de la France et de l'Allemagne qui ont toujours voulu négocier avec la Russie. Et donc disent, oui, voilà, c'est le syndrome de Minipois, on n'aurait dû jamais accepter de négocier avec la Russie. Mais même si le président français ou le chancelier n'ose pas le dire aujourd'hui du fait de la guerre, d'autres, dont moi, pensent que ces pays, en durcissant le ton sur la Russie, en voulant toujours la traiter comme un adversaire, ont fait ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatoire. C'est qu'ils ont conduit du pire en pire la Russie à faire cette guerre. Pour Maïdan et pour la révolution de 2014, il y a deux interprétations. On avait réussi, Steinmeier, Fabius et le ministre polonais avaient réussi à trouver un accord entre les opposants et le pouvoir. Mais rappelez-vous, Richard Nixon, fuck you Europe. Et ensuite, les Américains ont dit aux opposants, mais non, vous pouvez aller plus loin. Et du coup, Yanukovych a quitté le pouvoir. Pour nous, c'est une révolution pacifique qui a renversé Yanukovych. Pour Poutine et les Russes, c'est un coup d'État qui est venu mettre fin à un accord entre le pouvoir pro-russe et les manifestants. Donc, c'est deux interprétations différentes. Sur l'élargissement de l'OTAN, Sarkozy, élu en 2007 sur le thème Sarko l'Américain. Et qui, de toute urgence, va passer ses premières vacances aux États-Unis dans l'espoir d'être invité à un barbecue par George Bush. Donc, il n'est pas anti-américain. Enfin, même lui et les Merkel ont dit en 2008, non, il ne faut pas faire rentrer l'Ukraine et la Géorgie dans l'OTAN parce qu'on va crisper la Russie, ça va avoir des effets catastrophiques. Le problème, et c'est là l'erreur, c'est qu'en fait, l'Ukraine n'était ni dedans ni dehors. Parce qu'elle était candidate potentielle à l'OTAN, ce qui a effrayé les Russes, et pas membre de l'OTAN, ce qui ne lui accordait pas la protection automatique de la Russie. Donc en fait, cette position ni chèvre ni chou a été aussi la cause de beaucoup de malheurs de l'Ukraine. Parce que s'il a été membre de l'OTAN, oui, il y aurait eu une guerre, mais si on avait dit non, la porte est fermée, il n'y aurait pas de guerre non plus. Alors, par rapport aux BRICS, on voit quand même, regardez, les BRICS se renforcent, il y a d'autres pays qui veulent être candidats, qui n'ont pas le statut des 5 premiers, mais il y a quand même, en fait, quand on voit The West versus The Rest, c'est qu'il n'y a pas un camp de The Rest uni, il n'y a pas un leader du monde non occidental qui dirige le monde non occidental. Ce sont des coalitions d'intérêts divers, mais tous ensemble disent on ne veut plus être commandé par les Occidentaux. C'est ça le mantra, c'est ça le mot d'ordre. Et puis il y a quand même le duel Chine-États-Unis, dans lequel, économiquement, même si la Chine ralentit, elle va toujours plus vite que les États-Unis. Beaucoup se disent, regardez, la Chine perd cette année, pour la première fois depuis 60 ans, la Chine a perdu les habitants. Parce que la natalité est en baisse. Même si maintenant, les Chinois peuvent faire 2 voire 3 enfants, les Chinois ne veulent pas faire beaucoup d'enfants parce que c'est trop cher. Comme au Japon, comme en Corée du Sud, ce n'est pas un phénomène communiste, il y a exactement les mêmes problèmes en Corée du Sud
Et au Japon, il y a des tas de natalité trop faibles parce que le coût d'élever un enfant, et les gens préfèrent consommer que d'élever les enfants. Voilà, c'est comme ça. Bon, mais, et puis, avec la politique, on est passé du zéro Covid à contaminez-vous les uns les autres, il va y avoir des morts. Il y a eu 6 millions de morts en Inde du fait d'une politique, faites ce que vous voulez. Ce sera pareil. Et même si la Chine perd les habitants, elle ne perdra pas. L'intelligence artificielle va suppléer la personne. Donc je ne crois pas qu'elle va décliner. Donc il y a quand même cette rivalité Chine-États-Unis qui va continuer à structurer. Et la grande erreur, je pense, des États-Unis et des Occidentaux, c'est de vouloir imposer que si vous allez voir des pays africains ou latino-américains dire venez avec nous, nous sommes des démocraties, n'allez pas du côté de la Chine, c'est une dictature. Les gens vont dire, bah, écoutez, certains disent, bah, moi aussi je suis un rayon autoritaire, donc ça ne me gêne pas. Et puis, vous êtes une démocratie, vous avez fait plein de guerres dans le passé qui sont venues perturber les relations internationales, donc vous êtes très mal placé pour faire des leçons de morale. Et troisièmement, ils vont dire, mais en fait les Chinois ne me demandent rien, alors que vous exigez qu'on vous suive dans tout ce que vous décidez sans en consulter. Parce que sur les sanctions prises à l'égard de la Russie, il fallait peut-être en prendre, mais on les a pris nous-mêmes tout de suite, au lieu de les négocier avec les autres pays. Si on avait négocié avec les pays africains, avec les pays asiatiques, les sanctions, on dit regardez ce qui se passe, quand même il y a une agression, d'autres auraient suivi. Mais les Occidentaux disent bon, on prend les sanctions, et puis les autres, regardez, on a pris les sanctions, il faut faire comme nous. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc je pense quand même que ce Sud global prend de l'importance. Ce n'est pas un bloc, vous avez raison, mais que sa masse empêche les États-Unis. Le paradoxe, c'est que les États-Unis ont une emprise sur les pays européens et on n'a plus d'emprise sur les pays latino-américains, sur les pays. Le pacte du Quincy est mort, la doctrine Monroe, elle est morte, et voilà, donc les autres pays ne suivent plus les Américains. Bonjour, je veux féliciter tout d'abord pour votre exposé très clair, très remarqué. Je voudrais appeler cette question, non, et vous, architecte, vous avez parlé de la composition pédiopolitique mondiale. Je me réfère à la question du Sahara. Le Sahara marocain. Vous appelez Sahara occidental comme africain. L'organisation mondiale, Sahara occidental. Donc, vous avez été témoin du changement de position de puissances comme les États-Unis, l'Espagne, la Hollande, l'Allemagne. Et la France, malheureusement, pour nous, continue dans cette zone grise du fait de sa relation spécifique avec l'Algérie, bien sûr, et avec le Maroc. Mais la France elle est beaucoup plus responsable parce que c'est un ancien pays colonisateur, aussi bien de l'Algérie que du Maroc. Le Maroc a perdu beaucoup de ses territoires, notamment à l'est, notamment en Algérie. Il a été démembré. Le nord, le sud pour l'Espagne et le centre pour la France. On continue donc à traiter ce problème depuis 1975. Je voudrais avoir sincèrement votre opinion, sincère, sur la position de la France. Est-ce que vous ne pensez pas que la France devrait sortir de cette timidité, de cette qu'on appelle aussi un jeu sur deux cordes, donc pour s'aligner. Ça veut dire quoi un jeu sur deux cordes? Un jeu sur deux cordes, c'est-à-dire qu'elle fait plaisir à l'Algérie et qu'elle fait plaisir au Maroc. Donc elle ne veut pas se dégrader ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. C'est une question sensible, bien sûr. Et je voudrais avoir votre opinion. Oui, oui. Bon, vous avez raison. Je sais que, on ne fait pas plaisir au Maroc. Le Maroc n'aime pas la position française, disons-le franchement. Bien différent,
entre la France et le Maroc. J'ai fait d'ailleurs une vidéo spéciale récemment sur les relations entre la France et le Maroc, et je sens bien qu'il y a un désenchantement du Maroc à l'égard de la France, pour diverses raisons, et notamment du fait que des pays importants comme les États-Unis et l'Espagne ont changé de position, et que les Marocains aimeraient que la France suive ce chemin, et que la France ne le fait pas. Alors pourquoi la France ne le fait pas? Il y a effectivement une raison qui est qu'il y a à la fois des liens très spécifiques de la France avec le Maroc, et des liens très spécifiques de la France avec l'Algérie, qui ne sont pas les mêmes. La relation, disons qu'avec le Maroc est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus plongée dans la société. Il y a beaucoup plus de proximité culturelle entre la France et le Maroc qu'entre la France et l'Algérie, beaucoup plus de gens qui sont formés aux mêmes écoles, etc. Il n'y a pas le même poids de la décolonisation, tout ça vous le connaissez par cœur, mais c'est vrai que l'attitude de la France dans le conflit du Sahara déplaît au Maroc. Alors, le fait qu'on ait ces relations avec l'Algérie n'est pas la seule raison. Il y a l'autre raison qui est que la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et que s'il est facile pour les États-Unis de prendre des positions différentes ou en dehors des positions communes du Conseil de sécurité, c'est plus difficile pour la France. Regardez, la France n'a pas mis son veto depuis des années au Conseil de sécurité. Les États-Unis, la Russie, la Chine le font fréquemment. Donc en fait, nous sommes plus bloqués par la position globale du Conseil de sécurité que par les liens avec l'Algérie. Parce que pour la France, ce statut de membre permanent du Conseil de sécurité est un élément essentiel de son rayonnement. On en voit toujours parmi nos meilleurs diplomates là-bas. La France joue souvent un rôle d'équilibre entre la Russie, les États-Unis, entre la Chine, etc. Et en fait, la France est souvent le pays moteur au Conseil de sécurité de par son positionnement particulier. Donc c'est un trésor pour la France. Donc pourquoi Mitterrand et Chevènement était contre le fait que la France vote en faveur de la guerre du Golfe à l'ONU? Pourquoi la France l'a fait? C'est parce que, en tant que membre du Conseil de sécurité, membre permanent, elle ne pouvait pas aller à l'encontre du Conseil de sécurité. C'est une position, voilà. Donc en fait, ce qui explique l'attitude de la France par rapport à la question du Sahara, dont je sais qu'elle ne satisfait pas entièrement, en fait, en réalité, beaucoup de gens pensent que la position française est quand même plus pro-marocaine que pro-algérienne. Qu'on a soutenu les efforts du Maroc sur l'autonomie, etc. Et qu'en fait, en Algérie, on nous reproche aussi d'être trop proche du Maroc. Et si quelqu'un qui serait ni français, ni algérien, ni marocain, je dirais qu'on prend les positions algériennes ou prend les positions marocaines, oui, la France n'est pas entièrement avec le Maroc, elle n'est pas entièrement avec l'Algérie, mais elle n'est pas tout à fait au milieu. Elle penche un peu du côté du Maroc. Et je comprends que pour vous, c'est pas suffisant. Parce que vous ne voyez pas que la France penche, vous voyez qu'elle tombe sur la position du Maroc, qu'elle soit complètement sur la position du Maroc. Donc effectivement, c'est insatisfaisant. Mais c'est le Conseil de sécurité qui bloque un peu la France, qui fait qu'on tient cela. Et puis je pense qu'il faut attendre un changement interne en Algérie pour que les choses bougent. C'est là la clé d'un changement. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Et donc, on est, je le conviens, des fois, une position d'équilibriste. Parce que la France ne veut ni se couper de l'Algérie, ni se couper du Maroc, et elle regarde avec tristesse et surtout avec impuissance. Ce n'est pas nous qui pouvons résoudre cette question-là. Ce n'est que vous, entre vous, qui pouvez le faire, et on n'a pas d'influence sur l'un et sur l'autre pour le faire. Donc, vous, votre position ne changera pas. La position de l'Algérie peut changer, parce que c'est moins vital pour l'Algérie que pour le Maroc. Mais il faut attendre une nouvelle génération. Il y a beaucoup d'étudiants qui posent des questions aussi, oui. Bon. Pour les étudiants toute sa vie, bien sûr. Je vais poser la question. Merci pour... Oui. Oui. Alors, j'ai deux questions, si c'est possible. La première, c'est quelle est la place pour remplir on peut remplir les instances unisiennes dans cette gouvernement? On n'a pas entendu votre question. C'est quelle est la place que doit remplir
ou corrompu les instances onusiennes dans cette nouvelle configuration géopolitique? Et puis ma deuxième question, c'est si les Ukrainiens ont réussi à financer leur résistance, pour autant ils vont réussir à financer leur projet de reconstruction, vu que l'État est déjà dévasté. Ce n'est pas les Ukrainiens qui vont financer, c'est l'Europe. C'est l'Europe Ils vont qui va réussir payer. à avoir le financement. Oui, parce que l'Europe se sent coupable. Les Américains vont faire pression sur les pays européens et l'Europe va payer les pots cassés. C'est l'Europe qui va payer la reconstruction. Les instances onusiennes, malheureusement, elles sont un peu hors jeu du fait du veto russe. Et donc, mais en même temps, ce n'est pas le droit de veto qui est en cause. S'il n'y avait pas le droit de veto, il n'y aurait pas d'ONU. Donc le droit de veto, il est obligatoire. Il n'y aurait pas d'ONU sans le droit de veto. Ce qui est en cause, c'est la division de la communauté internationale. Et ce qui est en cause, c'est qu'on n'a pas su créer le nouvel ordre mondial parce que les Américains ont préféré dominer le monde que de construire ce nouvel ordre mondial. Ils ont préféré bâtir ils ont préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial. Et même Gorbatchev, qui n'était pas au pays occidental, Gorbatchev qui a permis la fin de la guerre froide, a beaucoup reproché aux Américains de l'avoir trahi en voulant faire un monde unipolaire. Bonjour, chers professeurs. Je vous suis beaucoup sur vos chaînes, sur les réseaux sociaux. Je voulais poser des questions. Ma première question, surtout, je voulais savoir quels sont les intérêts américains dans cette guerre en Ukraine. Voilà. Et la deuxième question que je voulais poser, ça n'a rien à voir avec le thème que vous êtes en train de débattre, c'est lié à la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Je voulais savoir quel rôle, ou bien, on peut dire, est-ce que la France joue un rôle d'influence dans la prise de décision de la CEDEAO vis-à-vis du Mali? Merci. Non, la France n'a pas d'influence sur la CEDEAO par rapport au Mali ou par rapport à tout ce que fait la CEDEAO. Ça serait prêter beaucoup de pouvoir à la France que de négliger ça. La CEDEAO est assez indépendante, elle a pris des positions qui sont souvent des positions d'équilibre entre ses différents membres. Et on voit que à la limite, le Togo a joué plus un rôle de go-between par rapport au Mali, notamment vis-à-vis des soldats ivoiriens qui étaient en prison, etc. Donc on voit quand même que la CEDEAO a pris une sorte d'autonomie, a pris des montées en puissance au cours des dernières années. La position américaine, disons que quelque part on peut dire que les Russes se sentent piégés, donc ça profite aux Américains. Et effectivement, les Américains regardent sans déplaisir les Russes s'enfoncer en Ukraine, et ils aident l'Ukraine, ça leur coûte cher, mais ils y trouvent des avantages géopolitiques importants, notamment du fait que ça leur a permis de restaurer un leadership sur les pays européens qui commençaient à prendre, après les années Trump, une relative autonomie. Bonjour monsieur. Tout d'abord, je vous remercie pour cette exposure. Et je reviens à votre mot, à votre introduction. Vous avez dit que la guerre en Europe, ce n'est pas la guerre du monde. Et moi, je voulais savoir quelle est la base, quel est le fondement pour dire ce mot. Parce que cette guerre qui est éclatée à Ukraine a des conséquences au niveau international, soit en Afrique, en Europe ou en Asie. Oui, bien sûr. Il y a des conséquences du fait de l'augmentation du prix des denrées alimentaires, du fait de l'augmentation du prix de l'énergie, qui a des conséquences sur tous les pays. Quand je dis que ce n'était pas une guerre mondiale, c'est que militairement, stratégiquement, les pays africains et asiatiques ne sont pas concernés par cette guerre. Ils considèrent qu'ils n'ont pas à prendre parti militairement dans cette guerre. Mais ils en subissent les conséquences, évidemment. Monsieur Boniface, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre intervention, si riche et constructive, et qui converge parfaitement avec une thématique que nous avons étudiant à HEL, dans le cadre de notre grand oral, pour un ouvrage de Thomas Gomard, La guerre invisible. Et j'aimerais rebondir un point que vous avez abordé au début. Vous l'avez bien dit, les États-Unis ont fait l'erreur d'élargir l'OTAN, mais avec un président comme Poutine, de plus en plus psychorigide, c'est une sorte de casse-pays. Alors ma question, quelle est la carte que Poutine aurait dû jouer pour faire face au louvoiement des États-Unis? Merci. Je pense qu'il aurait dû faire tout sauf la guerre.
C'est-à-dire qu'effectivement, les intérêts de Russie ont été méconnus. Et le pire, c'est qu'il a lancé la guerre au moment où Biden était prêt à avoir un dialogue bilatéral avec lui, à le remettre sur un pied d'égalité. Il y a eu un sommet à Genève, il y a eu de cela, et il a pensé qu'il pouvait résoudre militairement des problèmes politiques. Et une fois encore, on voit que la guerre ne résout pas les problèmes politiques, elle vient les aggraver. Et que c'était une erreur de sa part de se lancer dans cette opération militaire. Des questions qu'on prend uniquement les étudiants, désolé pour les autres. Alors, s'il y a des étudiants qui veulent poser des questions. Ouais, j'ai une question. Qui? Moi. Allez-y. Donc, la question que je voulais poser, c'est que tout à Est-ce l'heure. que tu peux te lever, s'il te plaît? Tout à l'heure, vous avez mentionné une sorte de concurrence géopolitique entre les États-Unis et la Chine, la Russie et l'Occident. Donc, en tant qu'Africain, je me pose une question. Est-ce que ça ne serait pas plus bénéfique pour l'Afrique, notamment pour l'Afrique subsaharienne, que la Russie, la Chine seraient au podium justement du monde et deviennent la plus grande puissance mondiale? Car par exemple, aujourd'hui en Afrique subsaharienne, la France, l'Occident en général, investit énormément en Afrique. Malheureusement, avec les dictatures, les centres de corruption qu'il y a en Afrique, l'Afrique, notamment la population africaine, n'arrive pas à bénéficier justement des richesses qu'a l'Afrique. Donc, est-ce que si la Chine et la Russie arrivent à mener cette sorte de concurrence géopolitique, ne serait pas plus bénéfique pour nous, en tant qu'Africains? Disons que dans les années 90, l'Afrique a été abandonnée. Auparavant, l'Afrique se plaignait d'être victime de la concurrence soviéto-américaine. Quand l'URSS a disparu, l'Afrique a été abandonnée. Parce que les pays européens s'occupaient d'Europe, de l'Est, puis d'Afrique, et que l'URSS n'était plus là, et comme l'URSS était là, les États-Unis n'étaient plus intéressés par leur présence. Et n'étaient plus intéressés par la présence en Afrique. Après, il y a eu un regain d'intérêt. Aujourd'hui, l'Afrique, elle est multicourtisée. Il y a l'Europe qui est revenue, les États-Unis qui reviennent, la Russie qui est revenue, la Chine qui est très présente, mais aussi le Brésil, aussi les Émirats arabes unis, aussi la Turquie. Et donc, il y a effectivement une concurrence internationale pour être présent en Afrique. Le Maroc a aussi une politique africaine extrêmement développée. Le Japon est également présent, parce que quand il y a 54 voix à l'ONU, ça compte énormément. Mais après, est-ce que... donc pour les pays africains, c'est mieux d'avoir de multiples courtisans que d'être abandonnés. Et en même temps, à la Chine, il y a parfois le piège de la dette. Il y a parfois, on construit des infrastructures, mais s'il n'y a pas de remboursement, on saisit les biens. Il y a aussi le pillage des matières premières par les Chinois. Il y a parfois des constructions qui sont faites par des ouvriers chinois qui sont envoyés, non pas par des ouvriers locaux. Il y a aussi des fois des marchés qui sont inondés par des produits chinois qui viennent concurrencer l'industrie nationale. Donc la Chine offre une option supplémentaire aux pays africains, mais parfois cette option peut être aussi, être dans une situation qui n'est pas équilibrée d'un point de vue bilatéral. C'est aux pays africains de se défendre et de faire valoir leurs intérêts. Merci M. Boniface, merci de nous avoir fait l'honneur de votre présence aujourd'hui. Merci pour votre exposé. Et on peut le réapplaudir très très fort, s'il vous plaît.